tous. Si vous avez suivi ce MOOC depuis le départ, vous avez normalement maintenant les clés principales pour passer de l'idée au projet. Cependant, il n'est pas possible de conclure cette formation sans parler de la clé de réussite principale évoquée par tous les entrepreneurs, la capacité à s'entourer. Je vais donc avoir le plaisir d'être à vos côtés pour ce dernier module sur les structures d'accompagnement de l'entrepreneur. En suivant ce MOOC, vous avez démontré votre capacité à chercher l'information nécessaire à la bonne réussite de votre parcours d'entrepreneur. Finalement, la vie d'un fondateur ou d'une fondatrice d'entreprise, c'est un peu comme un MOOC qui dure toute la vie. Les étapes de votre création et de votre développement seront tellement nombreuses que vous rechercherez tout au long de votre carrière à apprendre. D'abord à entreprendre, comme vous le faites en ce moment, puis à vous développer et tout du long à diriger. 90% des problèmes des entrepreneurs trouvent une solution chez les autres entrepreneurs. Cette citation issue du site web de Station F, le plus grand incubateur du monde basé à Paris, illustre bien notre formation. Les créateurs d'entreprises ont vite compris qu'ils seraient meilleurs ensemble. Ils ont donc très vite cherché à se regrouper afin de partager leurs problématiques et expériences. Vous avez certainement entendu parler des incubateurs, pépinières, accélérateurs, labs, coworking. Dans ce dernier chapitre, avec nos témoins et experts, nous allons tenter de vous proposer un chemin dans le riche écosystème entrepreneurial français. Moi, j'ai pas de réseau. Nous avons tous déjà entendu cette phrase de la bouche d'entrepreneurs. Pourtant, qui que vous soyez, vous avez forcément votre premier cercle. Vous rappelez-vous de notre module sur le financement? La première source de financement que nous avons évoquée avec vous était le Love Money. Eh bien, à vos proches, vous n'allez pas leur demander que de l'argent. Famille, amis, anciens collègues, stages, clubs de sport, vous évoluez tout au long de votre vie dans différents milieux sociaux. Toutes ces personnes vous connaissent personnellement. Vous avez passé du temps avec elles et ce que l'on oublie souvent, c'est qu'elles ont pour la plupart une activité professionnelle. Faisons un petit jeu. Connaissez-vous quelqu'un qui travaille dans la communication, qui travaille dans les ressources humaines, qui est artiste et qui en vit, qui est ouvrier dans une usine, qui est sportif et qui en vit? Alors, combien sur 5? Vous n'avez pas tous ces contacts? Recommençons. Maintenant, connaissez-vous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans la communication, qui travaille dans les ressources humaines, qui est artiste et qui en vit, qui est ouvrier dans une usine, qui est sportif et qui en vit? Si vous réfléchissez un peu et que vous faites la somme des deux, je suis persuadée que vous avez un accès à un contact pertinent dans chaque univers. Rappelez-vous que votre premier réseau est autour de vous et qu'il vous servira de base afin de réaliser vos études de marché. Réfléchir à vos offres et souvent devenir vos premiers clients. Le plus compliqué est bien d'oser faire le premier pas vers la personne. À nouveau, même si l'exercice peut paraître difficile, n'oubliez pas que l'entrepreneur bénéficie d'une bienveillance naturelle. Avant d'aller plus loin, il me semble important de vous rappeler quelques règles fondamentales du networking, ou réseautage en français. En effet, nous allons juste après aborder les différents lieux de rencontre avec vos futurs réseaux. Cependant, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs mal à l'aise avec l'exercice de l'échange de cartes de visite. Je vous propose donc cette petite parenthèse sur le comportement en réseau. Tout d'abord, rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'être extraverti pour être bon. La capacité à réseauter est une compétence avant tout. Ensuite, il faut simplement se l'approprier selon son propre profil. La première étape, avant toute chose, est de travailler son pitch. Vous devez être capable en 30 secondes à 1 minute maximum de présenter votre projet avec les objectifs suivants. Vous présenter, capter l'attention de votre interlocuteur, lui indiquer à quel besoin vous répondez, ouvrir la discussion vers son propre projet. Voici ce que ça pourrait donner pour moi. Bonjour, je m'appelle Céline Gauthier et je suis directrice générale adjointe de l'association GSC. Comme vous le savez, les dirigeants d'entreprise n'ont pas le droit à l'allocation chômage. Les organisations patronales ont donc créé cette assurance afin de pallier à ce manque. Et vous, êtes-vous vous-même chef d'entreprise? Quelle que soit la réponse de votre interlocuteur, vous n'aurez plus qu'à rebondir afin d'en savoir plus sur ses enjeux et son parcours. Si votre contact éprouve de l'intérêt pour ce que vous avez dit, il reviendra lui-même vers vous avec quelques questions. Je pourrais ensuite aller beaucoup plus loin sur les modalités de notre assurance et nos offres. Cependant, en parlant trop tôt,
je prends le risque de donner des informations dont mon interlocuteur n'a que faire. C'est pourquoi il faut savoir être concis au départ. Cette règle s'applique aussi dans le reste de la discussion. N'oubliez pas votre objectif, obtenir un rendez-vous avec la personne. Donc, si vous lui dites tout, quel intérêt aurait-il à vous revoir? Enfin, 2 règles sont fondamentales en networking. Savoir donner avant de recevoir. N'hésitez pas à mettre des gens en relation sans intérêt direct pour vous. Et savoir écouter. Le plus compliqué est souvent de parler à la première personne. Ma petite astuce est de vous approcher du cocktail. Généralement, il vous permet d'entrer en proximité avec les convives. Ensuite, il suffit de les interpeller par une phrase simple du type « Qu'avez-vous pensé de l'intervenant lors de la conférence ?» ou « Je vois marqué MEDEF sur votre badge, quelle est votre fonction ?» Les écosystèmes sont généralement petits. Vous verrez qu'au fur et à mesure des rencontres, vous retrouverez certains de vos interlocuteurs dans d'autres événements. Lorsque ce sont les autres qui vous présenteront, vous aurez réussi votre démarche. À première vue, vous vous dites peut-être que la démarche est très processée. Mais n'oubliez pas, tout le monde est là pour faire des rencontres. Il n'y a donc pas de tabou à avoir, simplement des bonnes pratiques de savoir-être. Vous voici donc prêt à récolter des cartes de visite et donc développer votre réseau. Les premiers leviers pour faire des rencontres sont les événements. Par événement, j'entends les rassemblements de communautés autour de thématiques, comme les salons professionnels, les conférences, les petits déjeuners. Vous constaterez très vite qu'il y en a beaucoup et de 2 sortes. Les événements liés à votre secteur d'activité et les événements liés à la vie de l'entrepreneur. Dans les 2 cas, ils ont généralement 2 temps forts. Un temps de contenu, comme les tables rondes, les ateliers, les conférences, et un moment d'échange plus ou moins structuré. La participation à ces rencontres peut vite paraître chronophage. Elle l'est. C'est pourtant un levier de développement incomparable. Au fur et à mesure des rendez-vous, vous serez capable d'identifier les événements les plus générateurs de contacts qualifiés pour vous, mais il faut savoir laisser le temps au temps, car les fruits de cette démarche sont généralement longs à obtenir. Rappelez-vous que les gens ont besoin de vous connaître pour vous faire confiance. Pour trouver les événements, il existe de nombreux agendas en ligne, notamment sur le site internet de l'agence France Entrepreneur, sur les sites des organisations patronales ou sur les médias spécialisés sur vos métiers. Ces événements sont très souvent organisés par des associations. Cela me permet d'effectuer une transition vers notre prochain chapitre. Je vous ai régulièrement parlé lors de ce MOOC de la solidarité entrepreneuriale. Nous l'avons déjà évoqué lors de l'intervention d'Élodie Varnery sur les organismes de prêt d'honneur. En dehors du financement, de nombreux entrepreneurs ont pris le parti de créer des associations regroupant leurs pairs. Les objectifs de ces associations peuvent être différents. Certaines sont des associations d'échange entre entrepreneurs au même stade de développement. D'autres accompagnent l'entrepreneur par différents moyens lors de différentes phases du développement. Et certaines ont un rôle de lobbying auprès des institutions afin de faire avancer leur cause. Afin de mieux comprendre le fonctionnement des réseaux d'accompagnement, nous allons rejoindre Bénédicte Sanson, déléguée générale du MOVJ. Bonjour Bénédicte. Bonjour Céline. Alors en quelques mots, qu'est-ce que le MOVJ ? Le MOVJ, c'est le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Ce mouvement a pour mission d'accompagner les jeunes qui créent des entreprises dans leur développement personnel et dans la croissance de leurs entreprises. Et pour cela, nous avons 3 axes d'action. Le premier, c'est de les accompagner pour le développement de leur entreprise au travers d'un programme de mentorat. Le deuxième axe, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat jeune par l'exemple avec une action phare annuelle généraliste et nationale qui est le prix MOVJ. Et la troisième, c'est d'animer une communauté d'échange, de soutien, d'entraide entre ces jeunes entrepreneurs et l'ensemble de l'écosystème qui est là pour accompagner leur développement. Finalement, c'est assez proche de ce que peut faire l'IME ? Alors l'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, propose de l'accompagnement via du mentorat aux entreprises à très fort potentiel de croissance. Peu importe l'âge du capitaine, ce qu'il compte, c'est que l'entreprise ait au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 10 salariés pour pouvoir rentrer dans le programme. Le MOVJ, lui, va s'adresser à des jeunes entrepreneurs qui ont entre 18 et 30 ans, qui ont déjà créé l'entreprise, mais peuvent en être au tout début du développement de cette entreprise-là. Et effectivement, le point commun entre le MOVJ et l'IME, c'est le programme de mentorat, un entrepreneur expérimenté, bénévole, qui va pendant
12, 18 ou 24 mois, accompagner le jeune entrepreneur ou l'entrepreneur moins expérimenté pour l'aider à grandir dans sa posture d'entrepreneur. Donc qu'est-ce que c'est? C'est du questionnement, c'est du partage d'expérience pour que l'entrepreneur accompagné construise sa propre vision de son entreprise. Alors finalement, ces mentors, ils y passent beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Alors ces mentors, effectivement, ce sont tous des entrepreneurs, car seul un entrepreneur peut comprendre ce que vit un autre entrepreneur. Eh bien, pourquoi, effectivement, consacrent-ils autant de temps dans cet accompagnement? C'est parce qu'eux-mêmes, souvent, ont connu des difficultés à certaines phases du développement de leur entreprise et auraient bien aimé avoir ce soutien-là de quelqu'un qui a déjà connu ce qu'ils sont en train de vivre et qui aurait pu leur ouvrir le champ des possibles, les aider à construire cette vision. C'est un petit peu un double qui n'a aucun intérêt dans le développement de l'entreprise qu'ils accompagnent, mais qui les aide à réfléchir. Et puis, du côté des entrepreneurs, il y a un fort engagement sociétal. Être entrepreneur, c'est consacrer énormément de temps pour apporter de la valeur économique à son pays. Et rien ne fait plus plaisir à un entrepreneur que de voir un autre entrepreneur réussir également dans cette voie-là d'apporter de la valeur à son pays. Donc, c'est vraiment un engagement sociétal et puis aussi le plaisir de revivre une expérience entrepreneuriale parce que quand on en a goûté une fois, on a envie de recommencer. Et alors, est-ce qu'il y a du lien, voire du business, entre les mentorés du MoveJ ? Alors, entre les mentorés du MoveJ, il peut y avoir du business. Jamais entre le mentor et le mentoré, c'est très important. Le mentor n'a aucun intérêt économique dans l'entreprise qui l'accompagne, mais bien sûr, entre mentorés, il peut y avoir ces liens économiques. Je peux vous donner quelques exemples. Nous avons l'entreprise Fago qui réussit très bien. Et comme il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, une communauté, ils se connaissent, ils y trouvent leurs amis. Et bien, quand ils envoient un dans la communauté qui a un petit peu plus de mal à démarrer, eh bien ils se disent tiens, comment on peut les aider? Donc on a eu l'exemple de Fago et puis de Dagobert, une collection qui s'est créée entre Fago et Dagobert qui a permis de mettre le pied à l'étrier à Dagobert et qui lui a permis de s'épanouir. Après, on a d'autres exemples où ce n'est pas lié forcément à une difficulté, mais à des convergences de technologie ou de production, où on a des produits co-brandés ou de la coproduction de produits. Donc oui, des échanges de business, des partenariats de visibilité, souvent on va les retrouver ensemble dans des boutiques éphémères, dans les collectifs de Noël. Il y a effectivement une très très grande solidarité, y compris économique, qui se crée entre tous ces mentorés. C'est aussi l'intérêt de rejoindre des structures d'accompagnement. Merci beaucoup Bénédicte. Comme vous le constatez, en plus de vous accompagner, ces associations vous permettront de générer des opportunités. Dans un premier temps, vous y rencontrerez de nombreux experts qui vous éclaireront sur l'évolution du monde économique. Ensuite, vous pourrez échanger sur vos problématiques avec d'autres entrepreneurs. Enfin, j'ajouterai que les associations permettent d'être visibles. En effet, les médias se rapprochent régulièrement d'elles afin de trouver des profils pour leurs articles ou leurs émissions. Je vous propose maintenant d'échanger avec Emmanuel Hamon, dirigeant de Via Report et très actif dans les réseaux d'entrepreneurs. Bonjour Emmanuel. Bonjour Céline. Alors vous avez construit votre société seule pendant 4 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer des réseaux d'entrepreneurs ? Alors la création d'une société est une étape qui se fait par plusieurs paliers, on va dire. Pendant 4 ans, j'avais besoin de construire, j'étais seul à la barre, j'avais besoin de développer mon activité, de comprendre les marchés sur lesquels j'allais, et je ne m'interrogeais pas réellement sur tout l'univers qui m'entourait. Au bout de 4 ans, j'ai senti le poids, la solitude du dirigeant, le poids des contraintes administratives ou des contraintes qui m'entouraient, et j'ai eu besoin d'échanger avec des pairs. Au bout de 4 ans, on était une dizaine de collaborateurs chez Via Report et on avait besoin aussi de trouver un second souffle. Je ne sentais plus les opportunités, je ne savais plus exactement comment faire avancer la société. Et c'est au hasard d'une discussion en fait, que j'ai croisé le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Le CJD. Le CJD, qui est une association dont un des objectifs est de briser la solitude du dirigeant. Et là, je suis rentré dans un univers assez dingue parce que ça a fait écho à mes besoins très rapidement. Je me suis retrouvé entouré d'autres entrepreneurs, d'autres dirigeants qui avaient exactement les mêmes problématiques que moi,
Mais mes premières problématiques étaient de dire, bah voilà, maintenant on est 10, il faut que je recrute, il faut que je fasse élire un délégué du personnel. Mais les DP, c'est l'horreur, comment ça se passe. Et là, quand on pose la question, alors d'une part, autour de la table, on trouve une dizaine de dirigeants qui ont exactement la même problématique, donc on se sent moins seul. Et parmi tous les entrepreneurs, on trouve aussi un avocat en droit social qui tout d'un coup va dire non mais c'est pas si compliqué que ça d'avoir un délégué du personnel, ça se passe comme ça, c'est des méthodes. Et là, non seulement on se sent soutenu, mais en plus on a des réponses techniques. Voilà, donc ma première étape au CJD, ça a été ça, ça a été de trouver des réponses à des besoins que j'avais, à des freins que j'avais, à des inquiétudes que j'avais. Et j'ai cassé un certain nombre de barrières comme ça. Ça m'a permis d'avancer. Du coup, assez rapidement, je me suis rendu compte que cette limite que j'avais de dire oui, mais plus de 10 collaborateurs, on ne pourra jamais aller plus loin, très rapidement, j'ai pu laisser tomber cette barrière, en tout cas elle est tombée d'elle-même, et j'ai pu passer un palier. Et j'ai avancé comme ça, petit à petit. Donc en fait, 2 ans après être rentré au CJD, et avoir cassé un certain nombre de barrières, j'ai eu l'opportunité, toujours au fil des rencontres, de rentrer à l'Institut du mentorat entrepreneurial, donc à l'IME, et de me faire accompagner par un chef d'entreprise qui a eu une empreinte assez extraordinaire à la fois sur le développement de Vireport et sur mon développement, puisqu'il est arrivé en se présentant tout simplement. C'était quelqu'un qui était dans mon secteur d'activité et il m'a présenté de la façon suivante. Il m'a dit, tu sais Emmanuel, je connais ton métier, je vois la façon dont tu fonctionnes et il faut juste que tu saches une chose, moi j'ai 10 ans de plus que toi. Et ce qu'on va faire, les échanges qu'on va avoir vont juste me permettre de te faire bénéficier de mon expérience. Et ça a été une période absolument extraordinaire. Ça a été des moments d'échange extrêmement précieux, à la fois pour Vireport, mais pour moi également. Je commençais les phrases, il les finissait. Il me posait des questions, c'était à moi de déterminer les options. Et en règle générale, quand j'arrivais à trouver 4 options, il m'en sortait une 5e, donc c'était que du plus, que du bonus. Et on a tissé une relation qui m'a vraiment permis de grandir et de faire grandir Vireport. Il faut savoir qu'on ne peut pas grandir de façon dissociée. L'entrepreneur ne peut pas grandir seul si son entreprise ne grandit pas. Donc les deux avancent pas à pas. Et là, j'ai vraiment eu l'opportunité d'être accompagné pendant 1 an et demi par quelqu'un qui m'a aidé à faire grandir mon entreprise et à grandir moi. Et il y a une troisième association dans laquelle je me suis investi, ou en tout cas que je suis depuis assez longtemps, qui s'appelle Croissance Plus. Croissance Plus est une association où je trouve énormément d'énergie pour faire grandir ma boîte, pour détecter de nouveaux business, pour aller vers des horizons où je n'oserais pas aller seul. Typiquement, l'international est une dimension qu'on appréhende très mal quand on est seul. Et chez Croissance Plus, je retrouve des entrepreneurs qui ont déjà testé l'international, qui ont déjà testé du lobbying. Et ça me permet d'avoir des échanges qui font réellement grandir mon entreprise. Voilà. Et donc avec ce panel de 3 associations, ou de 3 mouvements patronaux, j'ai pu faire grandir ma société et la faire passer d'un stade où on était bloqué, pour moi bloqué à 10 collaborateurs, à une entreprise qui aujourd'hui est bien structurée, où on est un peu plus d'une centaine aujourd'hui, avec une présence en France, au Maroc, en Allemagne, et on continue à se déployer un petit peu partout en Europe. Voilà. Les associations, ça fonctionne aussi par la volonté des membres. C'est pas difficile, un mouvement associatif, quel qu'il soit, a ses membres, et c'est l'énergie des membres qui va faire que le mouvement va évoluer. Donc j'imagine que vous êtes impliqué, vous aussi, dans ces associations. Alors, je me suis très impliqué, je suis toujours très impliqué au CJD, qui est un peu mon assoce de cœur, il faut le dire, parce que c'est ce mouvement qui m'a vraiment lancé et qui m'a permis de découvrir, on va dire, tous les chemins de traverse que peut découvrir et que doit découvrir un entrepreneur. Si j'étais resté sur ma lignée à suivre ce qu'on me proposait, j'aurais eu un parcours très linéaire, très simple, très basique.
mais je n'aurais pas appris ce que j'ai appris aujourd'hui. Mon engagement au CJD, ça a été tout d'abord au sein d'un bureau de section, sans rentrer dans les détails du CJD, on est répartis par sections qui sont des points locaux d'ancrage, où je me suis occupé d'organiser les formations, les plénières, puis de prendre la présidence du bureau, donc apprendre à déléguer. Et là, c'est une expérience extrêmement riche, parce que déléguer en entreprise, c'est facile, vous avez un lien hiérarchique. Donc dire à quelqu'un, bah, tiens, il faudrait que tu fasses ça, en général, il le fait. Quand vous êtes président d'une section d'entrepreneurs, vous avez un père en face de vous, et aller lui dire, tiens, j'aimerais bien que tu fasses ça, eh ben, c'est autre chose. C'est plus compliqué, il faut y mettre beaucoup de conviction et beaucoup de vision. Et là, ça vous rappelle à l'entreprise. Parce que si vous donnez une vision à un entrepreneur, vous dites, mais pourquoi je ne la donnerais pas à mes équipiers? Et de fait, cette vision, cette stratégie, qui n'est que le déploiement de la vision, si on peut l'appliquer, si on sait l'appliquer en mouvement associatif, on sait l'appliquer en entreprise, et ça permet de se déployer beaucoup mieux. Voilà. Aujourd'hui, je suis membre du comité exécutif du CJD national. Ça aussi, c'est complètement autre chose. C'est un investissement qui est complètement décorrélé de l'entrepreneuriat, d'accord, puisqu'on fait vivre un mouvement patronal de 4500 membres. Et là, pour le coup, on retombe dans un système d'entreprise, puisque les JD, les jeunes dirigeants, sont nos clients. Et là, c'est également d'une richesse incroyable, puisqu'on retombe dans des mécaniques qui sont très différentes de ce qu'on connaît en entreprise, mais finalement avec des objectifs qui sont les mêmes. C'est satisfaire nos clients, c'est faire en sorte qu'il n'y ait jamais de raté, quelle que soit l'organisation qu'on monte. C'est garantir de l'innovation, des nouveautés. Voilà. Faire vivre de nouveaux projets, j'imagine. Absolument, lancer de nouveaux projets. Voilà. C'est d'une richesse extrême. Alors Emmanuel, cette implication dans ces associations, ces soirées networking, j'imagine que ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'investir dans sa société? Alors ça peut paraître chronophage, effectivement. Et au départ, ça l'est. Ça l'est parce que ça crée également une incompréhension au niveau de la cellule familiale. Alors, quand on a une femme, des enfants, ils ne comprennent pas pourquoi le soir, je ne rentre pas. Donc ça demande du temps. En revanche, quand on est chef d'entreprise, qu'on travaille 15 heures par jour, finalement, ça demande autant de temps. Donc c'est du temps d'entreprise qu'on prend et pas du temps sur la cellule familiale. Et une chose est sûre, avec le recul, c'est que l'investissement que j'ai eu et que j'ai encore aujourd'hui dans ces mouvements associatifs, mon entreprise me l'a rendu au centuple. Voilà. Je n'aurais pas appris la délégation. Je n'aurais pas cassé ces barrières, je n'aurais pas pris des chemins de traverse. Donc je ne me serais pas permis toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, le résultat est là. Les équipes sont je ne vais pas dire heureuses, je ne sais pas à quel point elles sont heureuses, mais elles sont présentes et elles m'envoient de plus en plus dehors maintenant parce qu'elles savent que je ramène des idées nouvelles au sein de l'entreprise. Donc oui, c'est du temps. Et c'est du bénéfice pour tout le monde. Oui, on comprend que cette implication est donc bénéfique pour votre entreprise. Exactement. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous. Ce témoignage démontre bien la puissance du réseau de l'entrepreneur, aussi bien dans sa démarche personnelle que dans la croissance de son entreprise. C'est pourquoi il me semblait très important de vous présenter ce point. Les organisations patronales sont très visibles grâce à leur travail de lobbying auprès des pouvoirs publics. Le MEDEF, la CPME et l'UDP représentent les dirigeants français afin de défendre leurs intérêts. Cependant, il ne s'agit que de la face visible de leurs actions. De la même manière que les associations d'entrepreneurs, elles sont très actives dans la création d'événements afin de partager des bonnes pratiques entre experts et entrepreneurs. Dans cette catégorie, il ne faut pas oublier le travail des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que des chambres des métiers. Souvent assimilées à tort à la création d'entreprises, notamment grâce au CFE dont nous avons parlé dans le précédent chapitre, elles agissent pourtant dans toutes les phases de la vie de l'entrepreneur. Afin de mieux comprendre les organisations patronales, rejoignons Sébastien Matikowski, administrateur du MEDEF Paris. Bonjour Sébastien. Bonjour Céline.
Alors concrètement, le MEDEF fait quoi pour les entrepreneurs ? Alors le MEDEF pour les entrepreneurs, c'est 3 choses. La première, c'est d'informer systématiquement sur les différences réglementaires qu'il peut y avoir entre les différentes structures et puis surtout l'actualité réglementaire. Ça bouge tout le temps et donc c'est important pour un chef d'entreprise d'avoir une information qui soit décryptée systématiquement. Il y a une deuxième chose, Céline, pour les entrepreneurs, c'est d'être accompagnés. Être accompagnés dans leur démarche auprès de l'administration, mais pas que. Par exemple, lorsqu'il y a un litige prud'homal ou lorsqu'il y a d'autres démarches réglementaires à faire avec les administrations. Et c'est également en fait un troisième point, c'est créer du réseau et dans ce réseau apporter sa part à l'édifice dans le lobbying pour que l'entrepreneur soit représenté, notamment dans la démarche gouvernementale et dans la capacité à faire passer des idées, tout simplement. Merci Sébastien. Vous avez maintenant un premier panorama des acteurs associatifs et institutionnels autour de l'entrepreneur. Bien sûr, il en existe beaucoup d'autres. Mon objectif est de vous montrer la richesse de l'offre de soutien à l'entrepreneur. Avant de conclure ce module, je vous propose de parcourir un autre type d'accompagnement de l'entrepreneur. De manière publique ou privée, de nouvelles structures ont émergé afin d'offrir un système d'accompagnement rapproché de l'entrepreneur. Ces structures proposent des lieux et souvent des systèmes de suivi précis afin de développer son entreprise. Voici quelques précisions sur leurs actions. Attention, les noms des différentes structures n'intègrent pas toujours les mêmes éléments, mais voici de quoi vous y retrouver. Lorsque vous souhaitez passer de l'idée au projet, il vous est généralement possible d'intégrer ce que l'on appelle un incubateur. L'incubateur est un lieu dans lequel vous pourrez souvent vous installer pour travailler, dans un espace de travail ouvert, et recevoir vos premiers clients et partenaires grâce à des salles de réunion partagées. Il n'y a généralement pas d'espace privatif en incubateur, ce n'est pas l'objet du lieu. La mission des incubateurs est de vous faire passer de l'idée au projet, de la même manière que dans un centre d'entraînement intensif. Généralement, d'une durée de 6 mois à 1 an, vous serez coaché et accompagné afin de mettre votre projet sur le marché avant la fin de la période. Ensuite, lors de votre recherche de locaux, vous pourrez intégrer une pépinière d'entreprise. Les pépinières sont des espaces qui permettent de prendre ses premiers locaux privés. En dehors du prix au mètre carré, qui est souvent un peu plus bas que le marché, vous y trouverez un cadre d'échange vous permettant de rencontrer d'autres entrepreneurs. Elles intègrent aussi des salles de réunion et des services, comme des imprimantes partagées entre les locataires. Généralement, elles incluent un accompagnement plus light que les incubateurs, souvent sous la forme de cycles de conférences. L'un des avantages majeurs de la pépinière, en dehors des synergies entre les entreprises, est de pouvoir évoluer à l'intérieur. En effet, un déménagement coûte cher. Dans une pépinière, vous pourrez, entre guillemets, pousser les murs et passer assez facilement à des locaux plus grands si besoin. Enfin, parfois en parallèle au cycle d'incubation et à la pépinière, ou juste après, il existe ce qu'on appelle des accélérateurs. Leur mission est différente. Souvent portés par des entrepreneurs aguerris, ils prennent généralement une participation dans l'entreprise, puis accompagnent l'entrepreneur de manière soutenue jusqu'à ses premières levées de fonds. D'ailleurs, un modèle d'accélérateur émerge fortement en ce moment. Il s'agit des labs d'entreprise. Vous entendez régulièrement parler dans les médias économiques de la relation grand groupe start-up. Afin de rester au plus proche des innovations de demain, les grands groupes proposent des programmes d'accompagnement dédiés aux start-up. Il est donc intéressant de regarder les propositions des grands groupes de votre secteur, en ce sens, si vous apportez une innovation sur votre marché. Ce chapitre sur la capacité de l'entrepreneur à s'entourer est le dernier chapitre de ce MOOC sur la démarche entrepreneuriale. Il me semblait important de terminer sur cette notion, car il n'y a plus besoin de prouver que la grande majorité des entrepreneurs impliqués dans de grandes réussites ont fonctionné en réseau. L'offre d'accompagnement est importante. Votre enjeu sera de vous repérer dans votre propre écosystème. À nouveau, le mot d'ordre sera la rencontre. En dehors de la mission et des valeurs de l'association ou de l'organisation que vous rejoindrez, il faudra vous sentir à l'aise avec les entrepreneurs qui la composent afin d'être le plus ouvert possible. Ne cherchez pas à aller trop vite. Prenez le temps de connaître les gens, leurs activités et leurs enjeux. Si vous savez donner, les entrepreneurs vous le rendront. Enfin, sur le parcours d'accompagnement de l'entrepreneur, sachez qu'une grande partie de ces structures peuvent être prises en charge par les pouvoirs publics. Pour cela, il faut vous rapprocher de vos mairies ou conseils régionaux. Les structures d'accompagnement pourront aussi vous guider. Nous arrivons à la fin de ce MOOC. Élodie et moi avions pour ambition de vous accompagner afin de faire ce passage de l'idée au projet. Les étapes sont nombreuses et nous ne pouvions pas tout évoquer lors de ces différents chapitres.
Cependant, nous avons concentré notre formation sur ce qui nous semble être les fondations nécessaires à chaque projet d'entreprise. L'équipe, le financement, la structure juridique et le réseau. Ces piliers vous aideront à bâtir une entreprise solide. Maintenant, à vous de jouer pour créer un produit ou un service qui réponde à un vrai besoin exprimé par le marché. Mais si ce n'est pas le cas, rien ne vous empêchera de pivoter jusqu'à ce que vous trouviez la bonne trajectoire. Lors de nos prochains MOOC, nous entrerons plus en détail dans le parcours du dirigeant. En attendant, écoutez, partagez, savoir rebondir, voici quelques valeurs clés de l'entrepreneur. Nous avons présenté de nombreux outils et quelques démarches possibles pour créer votre entreprise. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas de règles pour entreprendre. Il y a des hommes, des femmes et des projets. Alors osez. Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux et espérons que ces précieux conseils vous aideront à créer et à faire grandir votre entreprise. Désormais, c'est à vous de jouer.